De la sphère communicationnelle en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, il a su très vite à s'imposer comme un mania de la communication en République démocratique du Congo. L'homme que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui est adulé par de nombreux jeunes. Il a formé de nombreuses personnes, d'autres sont devenus ministres d'État et d'autres directeurs généraux dans les entreprises publiques en République démocratique du Congo. Alain Yav, c'est un homme exceptionnel que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Joël Amika. Bonjour Alain Yav. Joël, tu dis de belles choses sur moi là, je risque d'avoir la grosse tête. Mais sincèrement, moi je sais pas comment tu te sens du fait d'être, enfin je dirais ancien patron de ministre. Quand on est ancien patron de personnalités élevées dans la société, comment on se sent, Alain? Moi je pense que je fais ce que j'ai à faire en fait. Je crois que la vie, au cours de la vie, on rencontre des gens, on fait sa part, c'est un échange et puis voilà, on espère que cet échange va nous servir et qu'on va en faire quelque chose de bien. Moi je suis fier de voir les gens évoluer, je suis fier, je crois que c'est peut-être pour ça que je suis sur Terre. Mais qui est Alain Yav? Est-ce que tu peux très vite, très brièvement nous parler de toi, mais aussi de la naissance des Pygma Communication? Après ce que tu as dit, je sais pas si je saurais faire mieux. Écoutez, professionnellement, je suis DG de Pygma, que je dirige depuis 20 ans, mais ça fait plus de 30 ans que je travaille. J'ai commencé ma carrière en multinational en Afrique du Sud. Je suis marketeur à la base, transformé pendant que je faisais marketing et tout, j'ai commencé mon premier job en fait était en agence de pub. Et puis j'ai travaillé pour Procter & Gamble, qui est probablement la plus grosse boîte, des plus grosses boîtes marketing au monde. Donc j'ai vraiment appris les bases du marketing. Et puis voilà, j'ai quitté ces compagnies-là pour revenir en RDC, parce que on s'est dit qu'il faut faire quelque chose chez nous, dans la région. Donc en bref, marketeur à la base, communicateur, communicant comme on dit aujourd'hui, producteur, parce que je me suis transformé en producteur. Et voilà. Allez Yav, que dirais-tu aux gens qui attribuent tes prouesses, tes réussites ou encore les réussites de ton agence Pygma au fétiche? Comme quoi Alain Yav serait membre de la communauté gay, il serait deux fois. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu dirais justement à tous les jeunes qui ont toujours tendance à attribuer la réussite des autres au fétiche ou encore à des appartenances occultes? Moi, je trouve que c'est dommage en fait. Le fait de penser comme ça, c'est le premier pas vers l'échec. C'est le premier pas vers l'échec. Je crois personnellement, et je parle de mon expérience personnelle, mais pas que de la mienne. Je regarde autour de moi ceux qui dans leur communauté se démarquent. Pour moi, le dénominateur commun, c'est le travail. Absolument rien d'autre. Il y a des gens qui sont gays qui réussissent pas. Il y a des gens qui sont dans des... Enfin bref. Donc pour moi, en fait, c'est... Il y a des gens qui sont chrétiens qui réussissent pas non plus. Il y a des gens qui sont chrétiens qui réussissent pas non plus. Il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie et qui ne réussissent pas non plus. Voilà. Donc je pense que... Moi, je crois en Dieu. Et je pense qu'on parle de grâce. J'ai entendu parler de grâce sur un de tes podcasts récemment et tout. Je pense que la grâce, le fait de se lever, de respirer, d'avoir... je pense que c'est ça la base. Et je crois que lorsqu'il a fait, le bon Dieu, il a fait sa part quelque part. Mais le reste, en fait, c'est nous. Le reste, c'est à la sueur de son front. Le reste, c'est travailler dur. C'est la personne... Moi, j'ai ralenti, mais je travaille. Ça fait 30 ans que je travaille, mais constamment, tous les jours, 12, 13, 14 heures par jour. Ce serait dommage que ça ne paye pas. Quelle est votre première motivation au travail? Je crois que travailler, l'objectif... Il y a quelqu'un, un poète, qui s'appelle Khalil Gibran. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Prophète d'ailleurs et tout, c'est un livre de poésie. Et il dit Love is work is love made visible. Le travail, c'est l'amour qui rend visible. Non, c'est la matérialisation physique de l'amour. Ok. À travers le travail, en fait, le travail c'est de l'amour en fait. C'est ce qu'il veut dire. Tu vois, le travail c'est la matérialisation physique et c'est ce que c'est en fait. Work is love, tu vois. Je pense que la première personne qui se sent bien lorsqu'il a réalisé quelque chose de bien, c'est soi-même. Ok, et si ça paye, c'est tant mieux. Vous voyez, et je crois que peut-être qu'on le sous-estime beaucoup. Moi, je crois beaucoup. Je crois que l'amour, c'est super important. C'est les valeurs fondamentales. Mais je crois que le travail est une des valeurs fondamentales parce que les deux font la même chose en fait. Et ça se sent lorsque quelqu'un a travaillé dur et qu'il a produit de beaux résultats. Il se sent bien et il le transmet. Et les gens autour de lui
le sentent aussi. Donc pour moi, c'est aussi clair que ça, en fait. 20 ans plus tard, allez, est-ce que parfois tu n'as pas le sentiment que ton amour exagéré au travail t'a fait passer à côté de quelque chose? Moi, je pense que j'ai travaillé dur, mais je crois que j'ai de la chance, de la grâce, de travailler dans quelque chose que j'aime. Et je pense que c'est assez fondamental. Donc ça veut dire que le travail, pour moi, c'est pas une punition, en fait. Travailler pour moi, écoutez, je suis une personne plutôt créative, je travaille dans un environnement créatif. Oui, mais je travaille avec des jeunes. Oui. Mais non, à côté de ça, la vie de famille... j'ai une famille. Tu l'as sacrifié, on a l'impression que tu as passé l'essentiel de ta vie à travailler. Non, est-ce qu'au bout d'un moment, tu as le sentiment j'ai une vie sociale priorisé que le travail? J'ai une vie sociale équilibrée, intense, hein. Ok. Une vie sociale intense. J'ai des amis, je fais la fête. Je passe du temps, là mon tout dernier, il a 4 ans, je passe du temps avec lui, on joue, on marche, c'est mon pote. Le grand, il a 27 ans, c'est mon pote, ok. Donc socialement, voilà quoi. Je pense que j'ai un équilibre relativement sain entre peut-être mon rôle dans la communauté, mon travail qui est un socle, et la partie relation maintenant. Les choses ne se construisent pas toujours de façon à la même vitesse. Il y a des gens qui se sont mariés il y a 20 ans, qui ont divorcé aujourd'hui. Il y en a qui se sont mariés il y a 4 ans. Voilà. Donc je crois que les choses se font à différentes vitesses, en fait. Partant de ton expérience à l'EAF, quelles sont aujourd'hui, d'après toi, les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat au Congo? Entreprendre, d'abord, je dis, c'est pas tout le monde qui est supposé être entrepreneur. On a besoin d'entreprendre. On a besoin d'entrepreneurs parce que on est dans un pays où tout est à faire. Et on va pas attendre que l'État fasse les choses pour nous. Donc en effet, il y a ce besoin de prise en charge et autres. Mais entreprendre, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. C'est des nuits blanches, c'est être payé en dernier, c'est perdre de l'argent, c'est se casser la gueule, c'est échouer parce que ça fait partie du parcours. Voilà. Je pense que ça demande... D'abord, je pense que ça demande d'aimer réellement ce qu'on fait et de le faire pour la bonne raison parce que je ne sais pas. Moi, je suis pas un entrepreneur qui fait les choses pour l'argent. Il y en a qui aiment vraiment l'argent et c'est ce qui les motive. Moi, je suis pas motivé par l'argent. Je pense que l'argent, c'est le fruit du travail, c'est une matérialisation du travail dur qu'on a fait. Ok? Et que au final, quand on l'a fait et qu'on l'a gagné, c'est mérité. C'est bien qu'on ait. C'est dommage d'avoir bossé dur et de ne pas gagner de l'argent. Et pour revenir à ta question, donc je disais qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il faut le faire. Je pense qu'il faut être résilient parce que je pense que l'environnement est hostile. L'environnement congolais, il est très hostile. C'est dur. En fait, tenir tout simplement dans ce qu'on fait est difficile, il ne faut pas se le cacher. Il y a des difficultés financières, on a une économie un peu en développement, la gouvernance. Nous, on a commencé, lorsqu'on a commencé, il fallait... On vend des services, il faut des personnes qualifiées, il fallait former des gens, c'était pas donné. Donc les budgets sont compliqués, les ressources humaines sont compliquées, le cash est compliqué. Juste un simple exemple. Ailleurs, par exemple, pour un certain job, un client vous préfinancerait ou bien la banque vous prêterait de l'argent. Il nous a fallu du temps pour avoir un prêt de la banque. Donc, bref, il y a des obstacles. Mais entreprendre, c'est adresser les obstacles. C'est ça, en fait, entreprendre. Entreprendre, c'est se dire, tiens, voilà où je vais aller. Et puis faire un bilan, se dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis mettre tout ce qu'on a. Et c'est pas écrit on l'apprend pas dans un bouquin, on la reprend en faisant un MBA. Mais tout ce qu'on a pour arriver et résoudre des problèmes pour y arriver. Voilà. Quel conseil pourrais-tu prodiguer à un jeune entrepreneur congolais qui est fatigué de la surtaxation et qui veut lâcher? S'il lâche, ça va être dommage. Comme j'ai dit, entreprendre, c'est beaucoup d'obstacles. Ok.
Et la taxe, c'est un obstacle. Il n'y a pas que la taxe, c'est de la corruption, c'est les agents de l'État qui vont vous malmener dans tous les sens. Mais ce n'est qu'un des obstacles, il y en a 50 autres. Il y a un client qui ne vous paye pas ou bien qui vous doit mais qui vous paye 30 jours plus tard. Voilà quoi, je dis, voilà, entreprendre c'est ça, c'est avoir le courage. Le jour où on se lève, on se dit moi j'entreprends, et bien soyez préparé à ça. Lorsque vous allez entreprendre aux États-Unis, vous aurez des obstacles aussi. Entreprendre au Congo, et ben voilà, ici, il y aura des problèmes de surtaxe. Ça va se régler un jour, peut-être, mais aujourd'hui ça fait partie de l'équation. Ben, il faut dealer avec. Ça fait 20 ans qu'on deal avec. Aleyev, tu venais d'un environnement totalement différent et tu te retrouves entrepreneur en République démocratique du Congo. Et il y a les phénomènes rétrocommission. Comment et quelle a été ta stratégie pour surmonter ces genres de phénomènes qui gangrènent notre société? Ma stratégie Ou ta technique? Je vais donner, c'est moi je vais dire, j'ai une stratégie, je vais te répondre. Oui, est-ce que tu as donné la rétrocommission comme tout le monde? Je peux te répondre. Oui, vas-y. Parmi les valeurs de Pigma, il y a intégrité. Ok. Donc non, je ne corromps pas. Je veux être... Ah oui, donc la rétrocommission, c'est la corruption. C'est de la corruption, il faut appeler un chat par son nom. Enfin... anyway, bon, bref. Non, mais allez... Dans mes mots, en fait, écoute, il y a plein de débats autour de ça. Moi, je ne parle même pas de rétrocommission, je parle de corruption. Ok. Je parle de corruption lorsque j'obtiens quelque chose de manière truc et tout, en motivant, machin. C'est ça que je parle, ok? Moi, je crois que je reviens encore au même point. Le dénominateur commun, c'est la qualité du travail. Nous travaillons avec Vodacom depuis 16 ans. Dans les 16 ans, il y a eu 4 DG, ou 3. Les équipes ont changé. Nous travaillons avec Bralima depuis bientôt 20 ans. Dans les 20 ans, il y a eu au moins 4-5 DG, différents directeurs marketing et différentes personnes. Et naturellement, lorsque les nouvelles personnes arrivent, elles nous remettent en question. Et la raison pour laquelle elles nous reconduisent, c'est le dénominateur commun. C'est le travail, c'est la qualité de ton travail. Si ton travail parle pour toi et que tu es bon et que tu t'affirmes, et on a des nuits blanches ici pour que ce qu'on fasse soit correct, que ça... Et voilà quoi, c'est ta première carte de visite. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que, encore une fois, comme le 2x2 fois, encore une fois, comme la franc-maçonnerie et tout, c'est des raccourcis que certaines personnes choisissent, mais en fait, ça ne mène nulle part à long terme. Pareil, moi, j'ai dit dans la compagnie, je me rappelle quand j'arrive, j'ai dit, non, je ne vais pas corrompre. Mes collaborateurs m'ont dit, Alain, t'es fou. Toi, tu vas fermer. Ils m'ont dit, face à face, les collaborateurs, face à face. J'ai dit, tant pis. On va faire ce qu'on fait, on va le faire correctement. Peut-être que je suis fou. Mon associé, Paul, il me dit, Alain, il était pour, on était en phase. Mais il dit, Alain, ce que nous faisons, c'est on nage à contre-courant. Et quand on nage à contre-courant, lorsqu'on arrive de l'autre côté de la rive, on est un héros. Lorsqu'on se nomme au milieu, on va dire, il y a quelqu'un tu vois. Mais voilà, écoutez, c'est un parti pris que j'ai fait. Ce parti pris a demandé des sacrifices des fois, ça demandait parfois de rater des marchés, de laisser passer des marchés parce que ça ne correspond pas à ce en quoi nous croyons. Et je pense que voilà, parfois autant, et je pense que les 20 ans de Pigma ont été un peu ça n'a jamais été de beaucoup gagner à court terme, ça a toujours été de bâtir des fondations solides. Tu parlais des gens, c'est exactement ça. Autour de moi, ça a toujours été le fait de dire voilà, je veux des gens solides, ça a été bâtir sur le long terme, de manière à ce que lorsqu'un truc est fait, il est bien fait, il assiste sur des choses solides. Et quand c'est solide, ça ne se déloge pas facilement. Alors, Aleyev, 20 ans, il n'y a pas que eu des succès, et vous êtes arrivé également de perdre certains marchés, d'échouer dans certaines compétitions face à d'autres agences locales, j'imagine. On s'est cassé la gueule. Tu peux même pas imaginer combien de fois on se casse la gueule. On passe notre vie à se casser la gueule. Les échecs, Aleyev, toi, comment tu les surmontes? Comment tu les gères? Les échecs, c'est les jalons du succès. C'est la somme d'échecs. Naturellement, les gens voient les 5 minutes de gloire. Ah, mais tiens, et tout. Vous avez vu sa bagnole, vous avez vu ceci, vous avez vu cela. Ils oublient que derrière ça, on s'est cassé la gueule, on a recommencé. Vous savez combien de fois j'ai failli fermer? Le jour où je me retrouve indexé, dans tous les journaux, c'est écrit Pigma est indexé. Alain y avait indexé. Ça paraît ça circule, c'est WhatsApp partout. Tout le monde vous regarde comme ça, socialement et tout ça. Deuxièmement, à l'intérieur de la compagnie,
moi, je travaille avec mes gens, quoi, mes équipes. Et les équipes qui arrêtent d'y croire, ils pouvaient le voir, commencent à avoir une rogne, c'est compliqué. Parfois, même les associés arrêtent d'y croire parce que, ben voilà, vous êtes. Pigma, c'est un groupe. Et voilà, on remet un petit peu en question mes choix. Et c'est dur. Les clients aussi, parce que ben, vous êtes indexé et les clients commencent à douter de vous. Donc ça a été des combats. Mais c'est qu'un exemple. Il y en a plein. Les projets ratés, l'agence qui veut fermer, le super employé qui malheureusement décide de partir, de l'argent perdu. Mais c'est ça la vie. D'entreprendre, lorsque vous prenez le chemin d'entreprendre, sachez que ça va arriver. Vous allez vous casser la gueule. Par contre, il faut se relever. Et le plus beau, en fait, c'est quand c'est cassé la gueule. Un enfant roule à vélo, il tombe. J'essaye de convaincre mon fils de remonter à vélo parce qu'il est tombé et il veut plus. Et la leçon que c'est de lui dire, mais petit, allez, vas-y, remonte. Parce que le moment où il n'ose plus, il se dit, ah non, ça c'est pas bon pour moi, il a peur, et ben, il a échoué pour de vrai. Par contre, s'il remonte à vélo, il saura que pour ne pas tomber, il saura ce qu'il faut éviter. Là, il a grandi et là, il a gagné. En fait, voilà quoi. Donc réussir pour moi, c'est les petites victoires et tout. Et derrière, c'est les petites victoires sur les échecs qu'on a tout le long de son processus. Allez, les super employés qui décident de partir. Pigma a connu beaucoup de départs, un peu comme Wenge, un peu comme certains orchestres, ou encore Quartier Latin, un groupe de gens qui partent. Pourquoi vous ramenez toujours toi la musique? Mais non, écoute, ça fait partie de notre vie courante. À l'EYAV, il y a des gens qui ont quitté Pigma et des gens sur qui tu avais investi, ils sont allés en Afrique du Sud se faire former au moyen de Pigma. Tu as eu le sentiment de trahison quelquefois? Non, jamais. Alors absolument jamais. Parce qu'alors il faut savoir dans quoi on investit en fait. Moi j'estime que j'investis dans l'humain. J'investis dans l'humain et la relation ne s'arrête pas, la relation du travail aujourd'hui. Moi, lorsque quelqu'un décide de partir, la première discussion que j'ai avec, c'est est-ce que c'est la bonne décision pour toi? Et parce qu'en effet, à part son boulot, à part Pigma, on a tous des vies dans lesquelles Pigma joue un rôle à un moment donné. Et donc il y a des gens qui sont partis, je trouvais que c'était dommage parce que je pensais qu'ils avaient fait de mauvais choix pour eux. La première discussion, c'est jamais ah mais tu sais, nous, naturellement, je sais que c'est dommage et tout parce qu'il est bon. Mais la première question, c'est où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est important en fait. Parce que après, le jeu il est plus grand que ça. Tu parlais de ministres, de directeurs et tout. Ils sont partis. Et peut-être qu'il y a eu un moment où leur temps c'était être avec Pigma, et un autre moment où c'est être ailleurs. Mais ces gens-là deviennent clients, ces gens-là deviennent fournisseurs, ces gens-là restent des amis, ces gens c'est notre famille. C'est la vie en fait. À chaque fois que tu es trahi à l'EYAV en tant qu'entrepreneur, il t'est arrivé quand même quelquefois d'être trahi par les collaborateurs et tout. Comment tu gères la trahison, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'entrepreneuriat? Je vais te dire quelque chose. Au Congo, on passe beaucoup de temps à se battre contre les ennemis. Je ne me réveille pas moi en pensant ennemi. Je ne me réveille pas en pensant trahison. Je me dis que les gens font ce qu'ils ont à faire. Et je pense que quand on passe il y a des gens qui sont là, ils sont en fait comme se réveiller et approcher la vie en mode défense. Ah, peut-être que celui-là c'est. Ah, peut-être que celui-là. On commence, il y en a peut-être des vrais, il y en a peut-être des faux. Vous savez quoi? Moi, je regarde même pas là. Je pense que j'essaie d'être au meilleur de ma forme, faire les choses correctement. Et je pense que lorsque j'arrive pas au bout, je me dis mais tiens, j'aurais pu faire mieux. Qu'est-ce que je devrais corriger la prochaine fois? C'est tout ce que je vois. Pour moi, ce qui me motive, c'est pas les ennemis ou les. Alors, de la même manière, parce que même j'écoute en musique, surtout la musique chrétienne, je dis toujours Balinga quitté, mais moi j'ai fait machin. Je dis c'est le mauvais point de départ en fait. Le bon point de départ, c'est où est-ce que je veux aller. C'est pas eux, c'est moi. C'est où est-ce que je veux aller. Tu vois. Alors pour répondre à la trahison, c'est un petit peu pareil. Donc moi j'ai choisi. Si tu vas sur mon statut Instagram, j'écris mon profil en anglais, Rebel Without a Cause, donc rebelle sans raison et tout. Je crois que j'ai l'âme d'un vieux sage et tout, et le cœur d'un petit enfant. Et
choisi d'approcher la vie de cette façon relativement naïve. La trahison, c'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on attend beaucoup des gens. On attend des gens, on se réveille en disant on attend que, et c'est très africain aussi, hein, le grand frère va faire ceci pour moi, celui-là va faire ceci pour moi et tout. Mais lorsqu'il n'y a pas cette attente-là, lorsque je fais quelque chose pour quelqu'un et je l'ai fait de bon cœur une fois, je n'attends rien de lui. Donc si demain il décide, lorsque je travaille avec quelqu'un, et que demain il décide que sa place ce n'est plus avec moi, parce que vraiment, à sa place, son meilleur choix c'est aller travailler ici ou bien ouvrir sa propre boîte. C'est légitime. J'espère que l'année, les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans qu'on aura travaillé ensemble, il aura donné le meilleur de lui-même et j'aurai donné le meilleur de moi-même et qu'on aura produit des fruits qui vont rester. Donc, je sais pas, hein, je réponds de façon un peu philosophique. Non, mais c'est au cœur de la manière à laquelle j'approche la vie. Alain Yavo, aujourd'hui, parlons maintenant de ton incroyable talent de détecter les intelligences locales. Quand tu t'es installé au Congo, tu viens de l'Afrique du Sud, tu parlais essentiellement anglais. Je crois que à ce moment-là, tu te sentais un peu plus à l'aise avec des anglophones qu'avec les francophones, j'imagine. Quelle est ta technique pour dénicher les intelligences locales? Comment ça se fait que les gens qui sont passés par Pygma sont extrêmement excellents dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont déjà venus comme des excellents employés ou candidats, ou c'est la magie Yavo, la magie Pygma qui a pigmenté leur intelligence? Je travaille beaucoup avec des monteurs. Je ne sais pas monter, bon, je fais des petits montages. Je travaille avec beaucoup de designers. Je ne fais pas de design, je ne sais pas utiliser Photoshop. Donc c'est eux qui savent. Et je pense que le rôle d'un leader, en fait, c'est identifier le talent, comme dans une équipe de foot, qui devrait jouer à la défense, qui devrait jouer à l'attaque et autres. Et donc mettre les bonnes personnes au bon endroit, mais après les équiper pour en fait les accompagner dans le processus. C'est un processus. Et c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Personne n'est né bon. Moi, je me suis cassé la gueule professionnellement dans mes jobs. Ça veut dire je commence et j'ai appris. Et je pense que c'est... j'ai travaillé chez Procter & Gamble. Et il y a une vraie culture de formation, de training. Nous, on forme. Mais on y croit. Pygma, on forme. Ah ben bien sûr. Okay. Un bête exemple. On vient déjà avec son talent et en plus, on est formé. Et encore aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que l'industrie existe. Mais lorsqu'on a commencé, on prenait des jeunes gens à l'académie parce qu'on dit mais tiens, on a besoin de quelqu'un qui est un peu dans ce domaine et tout. Je me rappelle un exemple, oui. Chico, je me rappelle Chico et tout. Chico, il vient de l'académie, lui il est ingénieur, interior designer, donc il fait et tout, il est plutôt architecte de l'intérieur. Et là-dedans. Et je me rappelle en fait quand on arrive et comment j'arrive, c'est mon frère qui l'a recruté, Willy. Moi quand j'arrive, je réalise en fait que Chico est un peu effacé. Ok. Et après avoir causé avec lui, et Willy me dit non, on l'a recruté parce qu'il est venu nous vendre des meubles. Et il était brillant, il nous a épaté dans la manière exacte. On a dit non, lui il a quelque chose, tu vois. Et puis moi quand j'arrive, je le trouve un peu effacé, mais je comprends pas. Mais après c'est un processus de l'approcher et puis réaliser en fait que waouh, il avait vraiment quelque chose à donner et l'accompagner dans le parcours. Le jour où Chico est devenu Chico, tout le monde le connaît aujourd'hui dans le marché. Ouais. Les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que j'hésite avant de parler parce que ce Chico-là, quand il s'est révélé, quand il a révélé ce qu'il avait en lui, c'était incroyable. Et ben voilà, je pense un designer interne, mais aujourd'hui qui il a son agence en com, il gagne de l'énergie, il est dans la prod. C'est un talent créatif et je pense que les gens ont des talents seniors et je crois que nous, ce qu'on fait en fait, tout cet espace, ce qu'il fait, c'est donner l'opportunité aux gens d'exprimer leur talent. C'est ça. Et ça veut dire bosser plus dur, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire être formé, et voilà, qu'ils sortent ce qu'ils ont en eux, quoi. Quelles sont les personnes bien positionnées dans la société qui sont passées par la grande école Pygma? Il y en a beaucoup. Hein. Ben oui, écoutez, nous sommes en train de faire la campagne 20 ans. Et c'est une belle expérience, hein, la campagne 20 ans Pygma, parce que naturellement, et moi j'ai briefé mon équipe, j'ai dit, quand on a parlé avec eux, ils me disent ah mais écoute, voilà, il faut qu'on fasse les 20 ans de Pygma. Et ils sont venus, la première idée, c'est un projet
une soirée, ils vont faire une porte ouverte, et puis à la fin on a un concert, est-ce qu'on aurait JB ou bien on aurait Kofi et tout. Je m'arrête, je dis, si les 20 ans de Pygma se résument à un concert, ce sera dommage. Et je les ai un petit peu poussés, comme tu dis, poussés les gars, j'ai poussé. Et finalement, aujourd'hui, le nom de la campagne, c'est 20 ans qui marque le temps. Qui marque le temps, c'est marquer le temps, en fait. Et tout le concept tourne autour du fait que dans les 20 ans, ce que Pygma représente, c'est vrai que Pygma est connu pour avoir réalisé ceci, réalisé cela. Mais en réalité, il n'y a aucun de ces projets qui a été fait par Pygma. Ça a été chacune de ces histoires, c'est des histoires qui marquent le temps. Chacune de ces histoires qu'on a réalisées, ça a été le produit d'une personne et d'un autre. Ça veut dire celui-là qui a emmené celui-là, et que chacun de nous revienne raconter son histoire. Okay. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, tous les anciens. Et c'est pas que direct, hein, c'est pas que les employés directs. Il y a beaucoup de personnes indirectes, des prestataires qui font partie en fait de la grande famille. On les appelle les Pygmamis, qui font partie de la grande famille Pygma. Ils passent devant cette caméra et ils racontent en fait leur histoire. Il y a des anecdotes incroyables, des choses que je sais pas. Aujourd'hui, même si tu veux pas citer, mais non, je peux les citer. Oui, le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Même l'actuel ministre du tourisme était ton ancien employé. C'est un ami, il a quoi? Raconte-nous légèrement l'histoire, quand il vient, comment ça se passe. Didier vient du Canada. Didier connaissait bien Paul Cassel, mon associé. Donc c'est par là qu'il vient. Et il est directeur des relations publiques. Okay. Il a géré les relations publiques et tout. La place qu'occupe Kakoulé aujourd'hui. Oui. C'est un futur ministre, lui. T'as vu, non? Il est content. Okay. Non, mais il est bon, je reste. Donc Didier pilote. Didier pilotait 2 départements, relations publiques et events. Okay. Ensemble, on a fait le festival de gospel, Festival international de gospel de Kinshasa. Superbe event. On a géré c'était Anglo Gold, entre autres. On a fait pas mal de projets. L'actuel DG de Fonarev et Patrick est un ancien employé des Pygma. Il y a pas mal de directeurs de marketing et de communication dans les entreprises, même multinationales, qui sont issus des Pygma. Le proche réalisateur de Fally Poupa aujourd'hui est un ancien employé de Pygma, King Chris. À un moment, on se sent comment lorsque on est l'ancien patron d'autant de personnalités, autant de personnes élevées dans la société, sincèrement. Comment on se sent? On a de la chance, on a de la grâce. La chance et la grâce. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, bien sûr. Ça se résume à ça, la chance et la grâce, tu penses? Écoute, la vie est faite de parcours, on rencontre des gens. Tu n'as pas le sentiment ça te passe pas à la tête d'être un peu fier, arrogant, où tu te dis, ben voilà, quand tu me dis, quand tu me pousses à monter au bimba. Non, écoute, je pense que les gens ont un parcours et les gens, et si on peut d'une manière ou d'une autre dans notre interaction, contribuer, c'est top. Moi, je suis inspiré par en fait, je suis pas en train de le regarder eux, je suis en train de regarder les nouveaux, en fait. Là, récemment, on a recruté, parce que je réalise que dans l'agence, il n'y a pas assez de femmes. Dans l'industrie de la com, en général, il n'y a pas assez de femmes. Et depuis 2 ans, en fait, depuis 2-3 ans, on lance une sorte de campagne, le mois de la femme, qui s'appelle Pigmentoring, dans laquelle on prend des jeunes femmes sur les universités. Beaucoup de demandes font des demandes. Elles sont prises, une douzaine chaque année. Et cette année-ci, on en a recruté une douzaine. Et presque toutes sont restées. On a réalisé aussi que la page, que nos réseaux sociaux sont très actifs. C'est un groupe de jeunes femmes qui pilotent. Et c'est très beau. Donc voilà, il y a ceux qui ont fait leur chemin, mais il y a ceux qui ont à faire leur chemin. Je crois que l'idée, c'est que chacun de nous puisse tirer les autres vers le haut. Sincèrement, Alain Yav, c'est plus qu'un honneur d'échanger avec toi, plus qu'un honneur de partager ce moment. Ancien patron des ministres, ancien patron des DG, ancien patron de nombreuses personnalités. On aime les titres ici. Aujourd'hui, Alain Yav, qu'est-ce qui forge malgré tout cela? Qu'est-ce qui forge ton humilité, sincèrement? Je crois que rarement en costume, cravate, toujours en Lacoste. Je crois que les gens se prennent la tête. Je crois que l'essentiel, c'est... Voilà quoi, l'essentiel c'est des choses simples. Je crois qu'il faut faire ce qu'on a à faire, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec passion, il faut donner le meilleur de soi dedans, et c'est tout. Les titres, d'ailleurs
d'ailleurs, j'imagine que parfois les titres et les fonctions nous ralentissent un petit peu. Nous, dans Pigma, j'interdis aux gens de m'appeler monsieur. Parce que dès que je t'appelle monsieur, ça va biaiser un petit peu la relation. Ça va biaiser comment tu me parles, comment... Or, dans notre métier, je veux savoir. Moi, voilà, t'es un jeune créa. C'est toi qui sais ce qui se passe, toi qui sais ce qui se passe dans la tête du consommateur. Et puis, il faut qu'on puisse échanger dessus. Et puis, t'as un avis à donner, tu vois. Il n'y a pas que les plus vieux qui ont un avis, les jeunes ont un avis à donner. Tu vois, et puis, naturellement, on travaille ensemble et puis on voit. Et donc, voilà, je crois que le fait d'avoir les portes, un espace ouvert où on cache rien, mon bureau est ouvert, il est transparent, donc quand je suis dans mon bureau, on voit ce que je fais. Voilà, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus spontané. Si quelqu'un pense que quelque chose ne marche pas, il peut venir et me dire, ah là, je crois que ça ne marche pas. Et je vais écouter son avis. Voilà, c'est voulu, c'est une culture d'emploi, mais c'est des choses dans lesquelles je crois et voilà, je crois que ça peut aider. On s'embourbe un petit peu parfois dans les formes, dans la fonction et autres, et je crois que parfois c'est pas nécessaire. Aliyev, après avoir travaillé avec plusieurs stars, Moïse Mbiye, Fally Ipupa, Guy on travaille avec tout le monde. Oui, presque tout le monde. On travaille avec tout le monde. Sincèrement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, au soir, permets-moi de dire au soir de ton parcours professionnel, même si c'est encore il y a encore du temps. Hein. Oui. Et aujourd'hui, Aliyev, quels sont les dénominateurs communs de toutes ces personnes? C'est des bosseurs. Les gars là bossent. Moi, j'ai Moïse Mbiye, quand on a fait son show, demandé à mon équipe, quoi. C'était le premier sur le truc. Il était là, il était méticuleux, il était pointilleux. Écoutez, et regardez Guez Mawete. Le gars, il s'est cassé les dents, mais il s'est relevé et il bosse. Il s'est cassé les dents Non, quand il a commencé sa carrière, il a eu son... Enfin, quand il a raté... Il a raté le premier concours, Superstar, et puis il a raté The Voice. Mais voilà, mais c'est ce qu'il le fait, en fait. Donc... Guez, c'est un bosseur. C'est un bosseur. En fait, il y a pas... Pour moi, c'est le... Et même autour de moi, dans Pigma, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, ceux d'avant-hier, les meilleurs, c'est les plus bosseurs, en fait. Bosser, ça ne veut pas dire passer beaucoup d'heures en train de travailler. Bosser, c'est... Rigen, il est magnifique. Massamouna. Ben oui, Rigen, on parle beaucoup de standards. C'est une des valeurs qu'on chérit. Les standards, c'est les normes. Parce que j'estime que dans l'environnement, les pesanteurs, je parlais d'hostilité, je vais dire un meilleur mot, les pesanteurs sont tellement fortes que souvent on a tendance à abandonner. T'arrives, tu pousses et puis on te tire vers le bas. Tu pousses vers le bas, finalement tu dis bon, c'est pas grave, je vais faire comme eux. Tu vois, tu laisses le mur sale et ainsi de suite et tout. Nous, depuis Pigma, ce qu'on a dit depuis le premier jour, en fait, dans la stratégie, on dit nous, là, standard, on va faire les choses dans les normes. On sait que ça va nous tirer vers le bas, mais demain matin, on va se réveiller, on va recommencer. Un Rigen, constamment pendant toute sa carrière, c'est le gars, c'était pas parce que moi je lui demandais. Il se remettait en question ce qu'il faisait parce qu'il voulait que ce soit bien fait. Jojo, je voulais que je cite des gens. Jojo Sambai, pareil. Dans son coin, il n'est pas ici. Maintenant, il est à Cape Town en train de faire une formation et tout. Pareil, Jojo, Mélissa qui est mon policier, mon numéro 2 pendant des années. La première au four et au moulin, elle a travaillé sur la campagne celle qui a piloté la campagne. Aliyev, tu as 20 ans de parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 20 ans, est-ce que tu ne penses pas à shifter vers la politique pour impacter un peu plus de gens, plus la vie des gens, pour changer les choses? Il y a pas mal de défis que tu as vu qu'on doit relever en tant que nation. Est-ce que, sincèrement, à un moment, tu ne penses pas prendre la décision de faire de la politique active pour changer les choses? Pourquoi pas demain ministre, je ne sais moi de quoi? Comment ça va? Non, je suis un esprit libre, je suis un indépendant. Je pense qu'impacter, c'est une responsabilité, mais je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour être politicien. Vraiment. Voilà, quoi. Moi, si je peux avoir une contribution, elle va être humaine, elle va être dans l'entrepreneuriat, elle va être dans le social, elle va être dans l'empowerment et autres. Mais vraiment. Maintenant, c'est vrai que la politique est un gros levier. Parce que ce qu'on fait à petite échelle peut être fait à plus grande échelle, mais je pense que c'est pas ma vocation du tout. Parce que c'est depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai réalisé que c'était pas ma place. Parce que je sais pas être dans un rôle,
je sais pas, être dans un... Et ça implique parfois des compromis ou des compromissions avec lesquels je ne saurais pas vivre moi-même, en fait. Pour la bonne raison, des fois. Mais je peux pas. Je suis un esprit trop libre pour le faire. Je préfère petit, bien fait, fauché, que riche et petit. Mais sincèrement... Bon, il y a de l'ironie dedans, hein, mais bon, voilà. Allez, Alain Yav, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent une véritable opportunité pour le jeune. Toi, en tant qu'expert en communication, quand tu regardes l'usage des réseaux sociaux par les jeunes Congolais, qu'est-ce que tu trouves à reprocher? Quel conseil produirais-tu à un jeune Congolais dans la manière d'utiliser les réseaux sociaux? Je crois que les réseaux sociaux, c'est plus que du divertissement, plus que de la distraction. De manière générale, bien seulement pour les jeunes Congolais? Je crois qu'en général. Okay. Je pense que dans la vie, se divertir, c'est important. Okay. Dans la vie, où je parlais de travail, le travail, c'est important, ce qu'on fait en société, c'est important. Les réseaux sociaux sont un bel outil qui peut nous permettre de réellement se développer, apprendre, influencer, créer, vendre, parce que c'est une machine commerciale en fait, hein, quoi que l'on fasse en fait. Okay? Et malheureusement, je pense qu'on passe trop de temps à l'utiliser juste pour la partie divertissement, et ça peut être un petit peu vain. Passer des heures devant les écrans et ne rien en générer de réellement constructif à part le fait de s'amuser un petit peu. Rien contre le fait de se divertir. Hein. Moi, je suis sur TikTok, sur Instagram et tout le tralala. Mais voilà, quoi. Mais que ce soit utilisé plus intelligemment, je pense que c'est un véritable outil, c'est un véritable levier. Moi, j'aurais eu 25 ans aujourd'hui, je me serais amusé avec les réseaux sociaux. Amusé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les patrons de la communication de Pigma, qui a fabriqué qui travaille pour plusieurs entreprises, qui a communiqué pour plusieurs acteurs politiques, qui a travaillé avec plusieurs artistes, mais communique rarement autour de lui-même? Qu'est-ce qui fait que tu n'es vraiment pas très actif sur les réseaux sociaux? Je suis actif relativement, hein. Keep Walking, c'est ma petite plateforme sur Instagram et tout le tralala. Je parle à travers les réseaux sociaux, je parle de voilà ce en quoi je crois. J'essaie de partager un petit peu mon expérience, de discuter de différents faits. Ouais, je peux le faire mieux, mais bon, le cordonnier est mal chaussé, hein. Alors, comment on fait pour travailler chez Pigma? Quel diplôme doit-on avoir? Quel niveau d'intelligence doit-on avoir? Quel parcours scolaire? Comment on fait pour passer par Pigma? J'ai jamais regardé de diplôme ici, hein. J'ai jamais regardé de diplôme à Pigma, hein. Jamais. Et je pense que je n'ai jamais montré mon diplôme non plus. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas lâché de l'emploi, mais bon. Non, c'est pas ça le point. Je pense que voilà, quoi. Je crois que moi je suis attiré par les gens qui en veulent. Je suis attiré par les gens qui quand je peux sentir au contact qu'ils en veulent, qu'ils ont pris des initiatives et qui sont passionnés. Et je pense que c'est essentiellement ces éléments-là. Beaucoup de gens ont été recrutés. La porte de Pigma est incroyablement ouverte. Incroyablement. Comme je vous le dis, voilà, 10 jeunes filles Big Mentoring, elles viennent là et puis ça m'a dit mais le HR après la période de programme, ils disent bon, ils disent ouais mais vous savez les salaires, je dis gardez-les. C'est pas du social. Je pense que voilà, elles ont une valeur ajoutée, elles peuvent contribuer quelque chose et tout. J'en connaissais aucune avant. Et c'est un peu le cas partout, quoi. C'est une porte ouverte, en fait. Il y a des gens que j'ai recrutés en boîte, il y a des gens que j'ai recrutés en marchant. Il y a beaucoup de jeunes gens qui m'abordent de temps en temps à travers la conversation et systématiquement, je les renvoie vers le RH pour garder cette formule-là. Mais il y a des gens, parfois, à la conversation qui, en 2-3 minutes, je peux me dire, il y a quelque chose, il y a de la rage, il y a la niaque. Et voilà, quoi. Et parlant de cela, d'ailleurs, nous avons réussi à échanger avec l'un de vos employés qui nous a partagé son témoignage. Ah ouais. Il a été recruté chez Pigma et Pigma n'a jamais demandé ses relevés académiques. Ses documents académiques n'ont jamais été demandés. Non, c'est pas écoutez, le parcours universitaire ou académique, ça aide en fait, c'est un raccourci pour évaluer quelqu'un. Parce qu'on se demande mais qui il est. Je peux faire ceci, mais quelles sont les preuves? Le fait qu'il a un diplôme et qu'il a de bons points,
c'est un élément, ça peut aider. D'accord? Mais ça n'en fait pas nécessairement le meilleur élément. Il y a des personnes qui sont formées différemment et autre chose. Bref, c'est pas une mesure de performance pour moi en tout cas. Qu'est-ce qui compte le plus, sincèrement, Aléaf, pour toi, entre détenir un diplôme d'une prestigieuse université ou encore même d'une université locale et avoir le savoir-faire? Tu choisirais qui entre deux candidats? Non, moi c'est les valeurs. Moi c'est les valeurs, c'est le... Voilà quoi, c'est sûr encore quoi. Il y a des gens qui sont brillants mais qui sont extrêmement corrompus, honnêtement ça sert à rien. Il y a des gens qui sont brillants mais qui sont paresseux, ça sert à rien. Il y a des gens qui ont de gros diplômes mais qui ne sont pas humbles et ça sert à rien en fait. Voilà quoi. Donc, moi ça tourne plus autour des valeurs, ceux en qu'on croit. J'aime les gens positifs. J'aime les gens qui, moi je crois qu'il faut changer le monde et celui qui pense qu'il peut faire quelque chose pour changer le monde, c'est ça qui compte. Le reste, c'est des raccourcis. Ça me fait la vie, on dit tiens voilà, on coche ça, mais bon. Allez, on est en train de finir, Aléaf, en Lingala. Rarement on t'entend parler Lingala. Voilà, mais conseil nous yokopé ça, surtout kinois, jeune kinois oyo, na moment oyo, abaye kin, alinga pesanika poto chance. Il ne croit plus au Congo. Alinga kende. Conseil ni yokopé ça, yo mutu outi Afrique du Sud, ou talibanda ya mboka, ou décider ou ya ou affronter obstacle, ba définir so, ou isa na environnement na biso. Conseil ni yokopé ça jeune Congolais. Alimbi, alinga kende, alinga pesanika poto chance. Ate katana makto na poto, mais awate. Je vais te dire, je réponds en français. T'es na lingala, Ok. Il faut contextualiser. Ok. Tout à l'heure, tu dis que tu es d'Afrique du Sud et tout. Pendant que je suis en Afrique du Sud, je travaille en anglais. Enfin, j'étudie en anglais. Mais ma vie sociale, mes frères et tout, ils parlaient français. Donc, lorsque je parlais socialement, je pouvais parler français, mais quand je me tenais à parler boulot, je ne pouvais parler qu'en anglais. Donc là, sur le coup, quand tu me dis le Lingala, moi, tâche difficile. Non, le Lingala, tu vois, et puis bon. Au micro, il a besoin de se foutre ma gueule. Ok. Mais moi, je crois que... Non, je vais le dire en français. Je vais te le dire en français. Je vais essayer de le redire en Lingala après. Ok, d'accord. Vous foutez pas de ma gueule après au montage. Pardon. Ok. Écoute, moi, j'ai aucun problème avec le fait de vouloir aller chercher sa chance ailleurs. Ok, je crois pas dans les frontières. Je crois que les frontières, c'est administratif, c'est fait pour réguler les choses et autres choses. Donc, je crois que quand dans la vie, en fait, tu peux entreprendre, ton premier rôle en tant qu'entrepreneur, c'est entrepreneur de ta propre vie. Et ta propre vie, comme je l'avais défini tout à l'heure, je veux progresser dans la vie. Quelles sont les options? Est-ce que je le fasse ici, là-bas ou là? Donc, se dire que demain, je vais essayer de le faire en Belgique, je vais essayer de le faire en France, je vais le faire au Canada, à Kinshasa, à Kolwezi ou je ne sais pas, à Bunia, c'est des options. Ce sont des options. Et légitimement, comme tu es entrepreneur, choisis la meilleure option pour toi. Maintenant, avant de choisir, comme pour entreprendre, fais bien tes devoirs avant de faire tes choix. Est-ce que l'Europe ou la Belgique ainsi sont la meilleure option pour évoluer et avancer? Dans ton cas présent, étant donné ta situation et autre chose, parce que il y en a beaucoup qui sont là-bas et qui font rien du tout. Ok? Donc pour moi c'est un peu ça. Donc moi je crois que on a une responsabilité par rapport à notre pays de le changer. C'est un petit peu ça et tout. Mais je crois que c'est pas mauvais dans sa carrière, dans sa vie, d'aller voir ailleurs un moment, parce que ça permet de remettre en question certaines choses localement. Voilà. Donc que quelqu'un veuille étudier à l'étranger, s'il pense que c'est une option, qu'il essaye. Mais par contre, se dire que je vais en Europe, viens échanger au Bonga, c'est faux, parce que c'est pas donné. Okay? Il y en a beaucoup qui sont là-bas et qui... c'est pas donné. Il y a un système social qui est fait pour avantager certaines personnes et autres. C'est pas tout le monde qui va réussir là-bas. Voilà, donc, et ici, ils ont leurs défis. Ici, on a nos défis. C'est vrai que c'est compliqué. Et voilà quoi. Donc, merci
Merci beaucoup Alain Yav. Nous avons reçu Alain Yav, mania de la communication. D'abord, avant Olobayango de Lingala, au Sanisayang, mot de fin, s'il te plaît, ou adresser message moko na ba jeune kinois surtout, ou batala rayo de loin comme modèle, ou mona rayo un peu comme un nganga, magicien, à Salandine, à travailler na Vodacom pendant 15 ans, ou mais qu'on résumer nyoswana parce que bango babundani bazo ata moi stage, a gagné ata marché, ya kokombola, a réussir te, a sala boye mamboye simba te, a mis na point que na lâché ou bien na voyager na kenara musika, mais Alain Yav a conservé un contrat ébélé, Bralima, Vodacom, marché ébélé kaka pigma. Jeune wana lobi, jeune aller voir Simba Kiwan, Simba Musika, soit à deux fois. Et nalingi ou encourager ou partager na bango message moko ou bako ko retenir les alliés na parcours na yo. Na oui, ça va mo. Un jour Alain avait 20 ans. Avec 20 ans. Akufa Nzala, Alala Nzala. Ah non, Alala Nzala. You papa n'est pas prêtre quand même. Pas toujours. Le parcours de mon père, c'est un parcours comme moi. Et c'est un bel exemple d'ailleurs. Ça veut dire, moi, pendant que je suis enfant, j'ai vu à certains moments la palais Moboulou. Quand j'ai voyagé, quand j'ai quitté le pays, il y a eu le pillage. Pendant le pillage, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent. On a dû se battre, on a dormi dehors. Ok, tu parles de mes amis, Tengue, le ministre de tous. Bon, Tokemba, Tomata, moi j'ai passé des nuits dehors parce que j'avais pas d'endroit. Quand je suis étudiant, en fait, j'ai ouvert un salon de coiffure, qui est d'ailleurs mon premier partenariat. C'était mes premiers pas vers l'entrepreneuriat, parce qu'avec des amis, on ouvre un salon de coiffure, on a commencé à coiffer des amis sur le campus, ça a commencé à payer les études. Pendant que je suis à l'université, boum, plus d'argent, parce que il y a pillage à Kin, au boulot, c'est chaud. C'était compliqué. On a appris à vivre comme tous les jeunes, quoi. Donc en fait, que les gens ne se disent pas, ceux qui vivent, je pense que chacun de nous, à sa manière, on l'a un petit peu vécu. On sait ce que c'est qu'avoir faim, on sait ce que c'est que faire un gros bâti comme ça et tout, et manger avec un accord de bœuf et tout. Enfin bref, ici, pendant que j'étais étudiant, mais aussi quand j'étais étudiant en Afrique du Sud. Okay, donc je crois que c'est tout ce que je demande, c'est qu'on réalise que ça, c'est les gens regardent, il y a rien qui est facile. Ça va être difficile, c'est comme ça en fait. Je rigolais avec un ami récemment, je disais, les gens ne savent pas que dès que tu sors du ventre de ta mère, alors on devrait déjà te dire, hey, là où tu vas là, ça va être chaud. Et on va rien te donner. Parce que les gens ne se réveillent pas en voulant te donner, t'aider et tout. Tu vas te battre tous les jours à la sueur de ton front pour aller de l'avant. Voilà. Et n'est jamais lâché, les jeunes qui veulent lâcher, tu leur dirais quoi? Je pense que lâcher c'est dommage. Lâcher c'est dommage parce que derrière la chute, il y a la solution. Juste derrière. Et il y a tellement de choses qui peuvent se faire et je crois que c'est ça le point. Maintenant, les gens disent, mais Nazo Mekayo Simbate. Il faut avoir l'humilité de se remettre en question. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu ne les as pas bien faites. Ou peut-être parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui les fait mieux que toi. Elle dit qu'il y avait des marchés qu'on avait perdus. Il y a des marchés qu'on a perdus parce que sur le marché, ce projet-là, il y a quelqu'un qui a travaillé mieux que nous. Tu vois, nous, on peut être gros et machin, mais peut-être pendant qu'on est gros, on est distrait. Lui, il vient, il fait la bonne chose. Il est peut-être plus concentré dessus et tout et tout. Donc, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir apprendre de ses échecs. Il faut savoir se dire, mais tiens, soyez simité, mais qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Je te parlais on parle de management. Même avec les employés, je travaille avec quelqu'un et que je réalise que ça marche pas très bien. Au lieu de dire, ouais, mais il est mauvais. Première question que je me donne, mais qu'est-ce que je fais pas bien? Où est ma faute ici dedans? Toi, en tant que manager? Bien sûr. En fait, c'est ta responsabilité de tirer le meilleur de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça va arriver que tu fait le mauvais casting. Mais et c'est marrant parce que des fois, tu as le gars, sous toi, il marche pas, il va ailleurs, il explose. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, quoi. Moi, je dis, il faut se remettre en question, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir que il n'y a rien qui sera facile. Il faut savoir qu'échouer, c'est normal. Les francophones, en fait, ils ont l'impression que quand tu as échoué, il faut avoir honte. À l'école, le système éducatif et tout, on te fait comprendre qu'échouer, ah non, il a échoué, on se moque de toi. Mais non, tu as
échoué et s'imiter. Le bureau Simba. Tu vois, maintenant, apprendre. Peut-être qu'il faut faire différemment. Peut-être qu'il faut bosser plus dur. Tu vois, peut-être qu'il faut changer. Peut-être que c'est pas pour toi. Tu comprends? Voilà. Quand j'étais petit, je pensais que je serais médecin, mais j'ai vite réalisé que peut-être que très vite j'ai appris j'ai compris que c'était pas mon chemin. J'ai trouvé le vrai chemin qui allait pour moi. On a l'époque des réseaux sociaux, tout existe. L'info sur tout est en ligne, au bout des doigts. Ok, donc je sais pas quoi, il y a tout à faire. C'est dur, ça va pas être facile. On n'a pas le droit d'être ignorant à l'ère des réseaux sociaux. On n'a pas le droit. Les meilleurs talents de Big Mac se sont formés sur leur machine. Donc tout ce qu'on a fait, c'est que ils avaient un peu de temps, ils avaient Internet, ils pouvaient s'aider. Tu vois, voilà, chacun, je veux dire, on n'a pas les mêmes opportunités, mais il faut être capable d'être prêt à saisir les opportunités quand elles viennent. Les opportunités viennent sous des formes différentes. Ouais. Mais il faut être prêt pour ça. Et lorsque on dit ah non, c'est parce qu'il est 2 fois 2. D'ailleurs, en fait, on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. En fait, c'est parce que lui, il a réussi. Ce que j'entends aussi souvent, c'est ah tiens, non, les gens des jobs parce qu'ils connaissent des gens. C'est vrai, ça aide d'avoir bien des gens qui connaissent des gens. Alain, ça t'a aidé quand même. Tu as raflé pas mal de marché aussi parce que les directeurs marketing seraient ton ancien employé. Mais si c'est mon ancien employé, la raison pour laquelle il va vouloir que je me prenne, c'est parce qu'il a confiance dans la qualité de mon travail, et c'est parce qu'il a travaillé avec moi quelque part. Quand il m'a connu, je n'étais pas... Enfin, il me connaissait pas au début. Ok, Vodacom. Quand on travaille avec Vodacom, je connaissais personne à Vodacom. Nouveau DG qui vient d'Afrique du Sud. Ouais, heureusement, il vient d'Afrique du Sud, ça veut dire que voilà. Il y a le feeling qui passe et tout, il est anglophone comme toi. Son boulot. Mais après, le gars il regarde le boulot et il se dit mais tiens, ces gars sont bons. Tu vois, c'est comme ça quand je rencontre Albert Mboyo, c'est pareil. Tu vois, on se met à travailler ensemble et quel plaisir de travailler ensemble. Tu vois, je respecte professionnellement, il me respecte professionnellement et ensemble on fait de grandes choses. Il n'y a pas de formule. Tu vois, oui, maintenant ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'industrie, dans 20 ans je connais les gens. Tu comprends? Même 20 ans après, même quand je connais les gens, il y a des marchés que c'est pas moi qui ai. Donc voilà quoi, je pense que les gens cherchent parfois trop d'excuses. Je pense que Dieu il a fait sa part, il t'a mis sur terre et tout, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, de loyer, il y aura des problèmes d'argent, c'est la vie. Mais ça fait partie de la vie. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a les mêmes problèmes, qui réussit. Moi, ma motivation souvent c'est un peu cliché, mais Mandela, il habite à 27 ans en prison. Mandela, 27 ans en prison. Il a fini au sommet du monde. Alors vraiment, qui suis-je pour me plaindre? Est-ce que tu imagines que tu es en prison pendant 27 ans et que tout ce qui peut arriver, mais tu en sors président de la République et tu fais la paix avec le monde et tu conduis ton pays vers l'avant et tu inspires des gens. Attends, moi c'est ça que je regarde. En fait, au lieu de regarder celui-là et dire ah il réussit parce que, moi je regarde le gars là qui, malgré qu'il y a plus de galères que moi, parce que regardons autour de nous, il y a de la galère. Je parle de gens qui sont malades. Il y a tellement de gens qui ont des difficultés et tout, mais parfois qui vont beaucoup plus loin que nous. Pas chercher d'excuses. On a déjà tout ce qu'il faut. Il faut se battre avec ce qu'on a face à nos défis pour se réaliser et réussir éventuellement. Merci beaucoup Alain Yaf, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais pourquoi tu n'écris pas un livre, s'il te plaît? Pourquoi tu n'écris pas un ouvrage autour de ton parcours? Parce que je ne pense pas que ce que j'ai à dire est particulièrement une spéciale. Ça va inspirer des gens, Alain. Ouais, c'est une idée, on en parlait. Mon frère voulait faire un documentaire, il a commencé d'ailleurs. Mais bon, j'ai commencé avec ma série Keep Walking. Ma série Keep Walking, je vais la relancer, je vais la redynamiser. Mais c'est essentiellement ce en quoi je crois, que j'essaie de partager sous différentes formes en fait. C'est un format simple, c'est vidéo, c'est court, c'est fait exprès que ce soit court pour ne pas